La culture, c'est ce qui caractérise un individu, une société, une communauté. Laval est fier de sa diversité culturelle et c'est un plaisir de vous présenter des gens qui se démarquent par leur implication et leur talent. Elle est connue internationalement et se démarque par son talent exceptionnel, c'est évident. Lorraine Desmarais, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir, merci. Un talent comme le vôtre, ça commence pas, ça doit commencer très jeune. Oh, on se prend de bonheur. Ça commence oui. jeune. En fait, oui, j'ai commencé, j'avais environ 5-6 ans. Et puis, j'aimais toujours jouer d'oreille les mélodies à la radio, ces choses-là. Alors, je faisais ça. Puis, je faisais mon piano classique aussi, que j'adorais faire. Alors, ça s'est vraiment développé, mais j'étais convaincue très, très jeune que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Les parents étaient des grands musiciens? Les parents étaient des mélomanes. Des mélomanes? Alors, c'est des gens qui écoutaient beaucoup de musique et puis ils m'encourageaient beaucoup, je dois dire. Ils ont été très présents là, dans le développement. Ensuite, vous avez pris des cours un peu partout? Oui, j'ai pris des cours de piano, c'est le piano classique. Alors, j'ai étudié le piano classique, j'ai fait même une maîtrise en piano classique. Ah oui? Et j'ai découvert le jazz à ce moment-là, environ un petit peu avant, quand j'ai entendu Chick Corea, Oscar Peterson. Alors, ça a été un coup de cœur et puis j'ai dit, c'est cette musique-là que je veux jouer. Alors, je l'ai jouée, je l'ai composée et voilà. Mais déjà jeune, vous étiez capable d'apprécier cette musique-là? Parce que les jeunes, souvent, ont plus de difficultés. Bien, ça a été assez tard, le jazz, parce que jeune, c'était plutôt le piano classique et puis le piano populaire, la musique populaire. Mais j'ai découvert le jazz quand même plus tard, quand on rencontre aujourd'hui qu'ils sont plus jeunes quand ils découvrent cette musique-là. Mais j'avais peut-être une vingtaine d'années quand j'ai commencé vraiment à écouter du jazz et à transcrire des solos, puis à jouer de jazz, composer des pièces de jazz. Ça a été un coup de cœur, vraiment. Vous avez ça. Maintenant, lorsque vous commencez à faire du jazz comme ça, vous jouez probablement pour vos initiés à pratiquer, vous devez avoir des contrats un petit peu partout. Vous avez commencé comment? Oui, tout à fait. Ben, ma première tournée, parce que je fête mes 40 ans de carrière. 40 ans de carrière? Cette année. Alors, ma première tournée, c'était en 1982. J'avais élaboré un plan. Alors, j'avais un concert qui s'appelait Histoire du jazz en trio. Alors, c'est là que j'ai formé mon premier trio jazz. Et j'ai découvert le beau Québec. Alors, j'ai fait des tournées un peu partout dans les villes. Je suis allée jusqu'aux îles de la Madeleine. Alors, je présentais ce spectacle-là aux gens, l'histoire du jazz, à partir du ragtime jusqu'au free jazz. Ah, les gens le comprennent? Les gens le comprenaient? Oui, ils le comprenaient. Ragtime, oui. Oui, parce que j'expliquais. Alors, c'était plus une conférence musicale. Alors, j'expliquais chaque style et puis là, je jouais le style. Alors, les gens en ont pris beaucoup. Et moi-même aussi, j'ai fait beaucoup de recherches quand même pour comprendre les styles, comprendre les musiciens de jazz, comprendre cette musique-là en fin de compte. Alors, je l'offrais au public. Parce qu'on avait les étrangers qui venaient produire ici, qui ont fait connaître un petit peu dans la règle, surtout, je crois. Bien, il y a le Festival de jazz de Montréal qui est un support, qui est un médium, qui est un magnifique festival. Je pense que c'est le plus gros festival de jazz au monde. Alors, des gens viennent de partout, les États-Unis, de France. Alors, c'est un grand festival. Oui, vous êtes produit partout. Vous êtes produit dans beaucoup de pays. Oui, de l'Afrique à l'Asie, j'ai joué aux Philippines, j'ai joué à Jakarta, premier festival de jazz de Jakarta. J'ai joué en Afrique, j'ai joué en Chine. En Chine aussi? Même en Chine, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Récemment, on est allé à Saint-Paul-Trois-Châteaux, alors on a fait des concerts là. Quels sont les pays qui sont plus près du jazz, qui sont capables de le comprendre, de l'accueillir plus facilement? Bien, je pense que chaque pays a sa niche, a son créneau jazz, ses artistes de jazz. Et puis, c'est communément la connaissance des grands musiciens par tradition. Alors que si je parle du piano jazz, on a tous écouté Oscar Peterson, Oliver Jones ici, évidemment. Oui, Oliver. Une petite anecdote sur Oliver Jones. J'étais à la salle André Mathieu et puis on attendait, j'étais avec des gens, on attendait un pianiste. Les gens disaient hey, Oliver Jones se dépasse aujourd'hui, c'était effrayant. Et c'était pas Oliver Jones, c'était Lorraine Desmarais qui se produisait. C'était formidable. À un moment donné, c'est une anecdote que j'ai trouvée formidable. C'était pas mal bonne. Lorsque vous allez en Europe, est-ce que vous êtes obligé de réadapter votre style un petit peu ou bien si vous jouez normalement?
Partout sur la planète, on joue comme on joue. On offre au public ce qu'on est. Parce que le jazz, c'est un peu une façon d'être aussi. Alors, on joue ce qu'on joue. On est comme on est. Et puis, le public est réceptif. Et puis, les organisateurs, souvent, on est reçus là, comme des reines. Vous avez fait de grands concerts. Oui. Oui, bien justement, on en parlait de ce concert-là un peu ici à Laval, ma ville, avec le concerto de Ravel, avec Alain Trudel, l'Orchestre symphonique de Laval. C'était une belle mémoire. Alors, je m'étais un peu sortie de ma zone de confort à ce moment-là. J'avais joué le concerto en sol de Ravel, mais note pour note, là. Il n'y avait pas d'improvisation là-dedans. Là. Mais moi, celui de Ravel, je vous dis que j'en pleurais. J'étais vraiment ému. C'était vraiment bon. Alors, les gens l'ont aimé, celui-là. Celui-là, il faudrait peut-être le renouveler, mais je pense que prochainement, vous aurez d'autres contrats ici à Ville de Laval. Oui, à Ville de Laval, en 2024, on va annoncer, mais on parlait d'Oliver Jones tantôt. Oui. Et le 16 juin prochain, ça sera un hommage à Oliver Jones au Festival de musique de chambre. À quel endroit? De Montréal, à la salle Bourgie. Alors, à Salle Bourgie. Mais Oliver Jones, comment on se prépare pour un concert pour Oliver Jones? Parce qu'il est tellement... il y a un style spécial, mais comment on se prépare? C'est pas Glenn Gould? Oui, bien, en fait, c'est un hommage. On va jouer ses compositions parce qu'on le connaît plus comme un pianiste jazz de mainstream, des standards de jazz, des trucs comme ça, mais il compose aussi de la musique jazz. Alors, on va se réunir, on va être d'autres pianistes, des contrebassistes, son batteur, des musiciens avec qui il a joué longtemps. Un jam, quoi. Ben, ça va être un concert. Alors, on va s'inspirer, on va jouer sa musique, c'est certain. Puis, on va jouer des pièces de standard de jazz et puis on va y faire un bel hommage. J'ai très hâte à ce concert. C'est pas mal intéressant. Vous enseignez également le piano? Ah oui, piano jazz, 43 années. 40 ans de carrière. Alors, des jeunes motivés et talentueux. Oui, on a de bons talents absolument. Et puis, c'est très enrichissant parce que ils sont très motivés et puis c'est fun de savoir qu'est-ce qu'ils écoutent. Il dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on joue? Ah, ben là, on écoute ça. Puis aujourd'hui, c'est tellement... on a accès à ça, on a accès à YouTube, alors on tape Waltz for Debbie de Bill Evans, il va apparaître 3 pages d'interprétation, soit avec Bill Evans ou d'autres personnes et de trucs comme ça. Alors c'est intéressant aujourd'hui, la perspective change, mais je pense que le côté humain reste, parce qu'ils peuvent apprendre plein de choses avec YouTube et puis ces choses-là, mais le fait d'être là en présence et puis de jouer avec eux, je pense que ça ne remplace pas le média. Est-ce qu'il y a des talents que vous avez enseignés qui émergent actuellement, qu'on rencontre, qu'on connaît? Ah oui, bien, on a une autre Lavalloise, je pense que c'est Marianne Trudel, elle est de Laval aussi, oui. Je lui ai enseigné. Est-ce qu'elle parente avec notre chef d'orchestre, non? Non, je ne penserais pas. Mais j'ai pas de mérite parce que ils ont du talent, alors ils vont faire leur chemin puis ils vont le faire de toute façon. Là. Est-ce que vous enseignez surtout une technique, mettons, le jazz ou bien le classique? Non, le jazz. Le jazz. Oui, l'improvisation. Vous demeurez au jazz. Oui, le piano jazz. Et ça prend des gens qui ont quand même une bonne dextérité. Oui, ça nuit pas. C'est sûr que ça aide. On n'a pas cet aspect-là à travailler, alors il faut que ça joue. Là. Ça joue, alors on parle plus de l'improvisation, des accords, de la stylistique, des styles, comment jouer tel style, des trucs comme ça. Alors c'est facile d'aller plus loin à ce moment-là, quand la technique est déjà là. Ah, c'est formidable. Votre trio? Oui. Votre trio. Vous avez beaucoup de plaisir à jouer ça. Nouvel album, Street Beat Suite. Mais on va en parler. C'est tout frais, ça vient de sortir. Alors, c'est Street Beat Suite. C'est un album de portrait de la ville de Rimouski, en fait, où j'ai toujours l'honneur d'aller jouer. Il y a un super festi-jazz là-bas à Rimouski. Alors, chaque pièce, c'est vraiment un style différent. Il faut lire les notes. C'est Stanley Péan qui a fait les notes de programme, notre illustre Stanley Péan à Ici Musique pour le jazz. Et puis, je pense que les gens vont reconnaître l'endroit. C'était une commande d'œuvre qui m'avait été faite pour cette ville-là. Alors, j'avais écrit ça. Puis, c'est mon 13e album en carrière, en trio. Vous avez combien de pièces là-dedans? Il y a 8 pièces là-dessus.
Et puis, c'est de la composition. C'est très pictural. On voit les scènes quand on arrive à Rimouski. Il y a les jam sessions. Quand on va dans le Festi Jazz, on se promène dans les rues, le fleuve. C'est tellement magnifique. Les jam sessions, est-ce que vous en faites beaucoup? Non, j'en ai fait beaucoup quand j'ai commencé. On se présentait tout le temps là, mais ça, j'avoue que quand j'allais à Rimouski, j'y participais. Ouais, est-ce que les gens aiment les jam sessions? Ben oui, c'est tellement comme imprévu. Il y a plein de musiciens, alors tu peux te retrouver. À un moment donné, je me suis retrouvée avec Michel Cusson sur le jam session. Je me suis retrouvée avec Michel Donato, évidemment, mais Michel, je connais de longtemps, on l'a joué. On ne sait pas qui peut arriver là. Il va y avoir autant un trompettiste, guitariste. C'est des moments assez uniques. Ça ne se reproduira pas. Et puis, ça crée une musique spontanée sur le moment. Les styles évoluent beaucoup dans la musique depuis Glenn Gould, depuis disons, André Mathieu, tout ça. Est-ce que la prochaine évolution va se diriger vers quoi? Est-ce que vous pouvez être visionnaire pour voir s'il va y avoir des nouveaux styles qui vont... C'est une bonne question, mais je dirais qu'il y a beaucoup de fusion maintenant dans les styles. Le funk, le hip-hop, le jazz, la musique du monde... tout le trad, des fois, on a des traits, des sections de brass qui vont s'intégrer dans le trad, puis c'est des gens qui font du jazz. Alors, je pense qu'on s'en va vers des fusions de styles, puis ça va donner lieu, naissance à d'autres stylistiques. C'est un peu ma vision. Il y en a qui sont moins bien. Ben, ça dépend des points de vue. Ça dépend des points de vue, mais ce qui ressort de ça, ce qui est important, c'est la création, puis la créativité des personnes. Puis aujourd'hui, avec le YouTube et tout ça, on a accès à énormément de créativité. Des styles comme Vivier, est-ce que ça pourrait revenir? Comme Claude Vivier? Claude Vivier, ben c'est là encore, et ça va rester. C'est une musique contemporaine. Il y a des créneaux. Alors, je pense que ça va se développer. Il y a des jeunes qui veulent s'en aller plus dans cette musique-là. Alors, ils vont développer ça. La musique électroacoustique aussi, ça va rester. Je pense que tous les créneaux sont là. Il s'agit de trouver les personnes ressources qui vont s'investir dans ces musiques-là puis qui vont finir par développer. Pousser plus loin. C'est un petit gars de Laval, un petit gars de... Oui, hein? Oui. Ben oui. Ah oui. Écoute. Alors, vos prochains spectacles comme ça, hommage à Oliver Jones, oui. Il faut faire ça. Puis, il faut que les gens se procurent votre album. Absolument. Et puis, je m'avance un peu. Ma saison artistique 23 si vous ne le faites pas, nous autres, on va vous vanter. Non, je suis contente. C'est un bel album. C'est Camille Bellil, batterie, mon batteur depuis 40 ans aussi de ma carrière. Et puis, j'ai Alec Walkington, un super contrebassiste. Puis, dans la saison 23-24, j'ai des concerts de Noël, j'ai des concerts avec le Street Beat Suite, j'ai des concerts de Big Band, je vais avoir des concerts symphonique, alors c'est à suivre. Alors, il faut vous suivre sur Internet. Oui, oui, mais je pense que oui, c'est bien avec le Facebook, là, oui, hein? on est capable d'annoncer. Pour vous procurer c'est à quel endroit qu'on peut se procurer? Oui, alors c'est sous étiquette, je l'ai produit, ma compagnie, mais c'est étiquette Analecta. Vous pouvez le trouver dans les Archambault, ici notamment Archambault-Laval. En physique, ils ont imprimé comme vous voyez, des CD. Et sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, c'est The Orchard qui est le distributeur de ça. Laurette Desmarais, quel plaisir de vous avoir interviewé. Même pour moi. OK. Merci, puis bonne chance. Merci beaucoup. Nous avons un invité spécial. Vous savez, l'eau ici à Laval est importante et nous pouvons nous vanter d'avoir la meilleure eau au monde. Alors, c'est grâce à un homme, et moi, je le connais, cet homme. C'est M. André Perrault. M. Perrault, ça me fait plaisir de vous accueillir. Bien, moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir, M. Lapierre. Ben oui. M. Perrault, comment on se prépare pour être un ingénieur puis arriver à s'intéresser à l'eau? Comment on se prépare dans notre jeunesse? Bien, écoutez, ça vient donc il faut être chanceux dans la vie, je dirais, puis il faut prendre des opportunités. Moi, évidemment, j'ai eu la chance de faire des études dans ma vie. Bien, vous avez été au Polytechnique de Montréal?
Polytechnique de Montréal, effectivement, pour compléter. Par après, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, bon. Faire une maîtrise dans le domaine de l'eau, d'ailleurs, pour me spécialiser dans le domaine de l'eau. Quel avantage qu'il y avait d'aller saisir des cours aux États-Unis? C'est qu'à ce moment-là, au Québec, c'était le début évidemment, de tous les gros projets ou les futurs projets en assainissement. Et c'était important. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient spécialisées dans ce domaine-là. Tu sais, qui en faisaient des carrières. Là, en quelle année, ça? Ça, c'était en 1964-1967. Oui, on se relevait, à un moment donné, il y avait eu des gros problèmes de santé, de santé par rapport à l'eau à ce moment-là. Hein. C'était surtout dans les années 50, où les gens mouraient de l'eau. Effectivement, la pollution de l'eau, dans les années 50, il a commencé à avoir des grosses préoccupations. Mais d'avoir une préoccupation, puis de faire des projets et d'avoir des résultats, ça ne se fait pas en criant la paix. Hein? Ça prend un certain temps. Il faut que ça soit fait d'une façon très planifiée, puis très bien fait. Et ce cours-là que vous avez suivi aux États-Unis, vous a emmené, est-ce que ça a dérivé immédiatement vers des emplois ici au Québec? Oui, bien déjà à ce moment-là, lorsque j'ai gradué en 1963, j'ai travaillé, c'est là que ça m'a intéressé le domaine de l'assainissement des eaux. Le Québec venait de créer la Régie d'assainissement des eaux, la Régie d'épuration des eaux. Et c'était tout à fait nouveau. Et c'était parce qu'il y avait une préoccupation. Il y avait des gens qui s'en occupaient quand même pas mal. Et comme il manquait un peu de spécialistes, je dirais, dans le domaine, j'étais pas le seul. Il y en avait quelques-uns, quelques Québécois comme moi qui sont allés aux États-Unis prendre un petit peu de connaissances. Alors, c'est comme ça. Ben oui, parce que c'était pas beau. Je me rappelle, nous autres, nous avions l'île Lapierre à Rivière-des-Prairies. Alors, l'eau, ce qu'il y avait dans l'eau à ce moment-là, c'était pas tellement édifiant. Effectivement, c'est certain que la pollution de l'eau vient surtout dans notre secteur, dans notre environnement, vient beaucoup des décharges dans les égouts, des toilettes et tout. Alors, ça vient des matières organiques et de l'être humain avec tout ce que ça peut comporter. Puis évidemment, après ça, il y a aussi, avec l'industrialisation, ça s'est ajouté aussi à tous d'autres problèmes qu'il faut tenir compte. Alors, vous avez pris conscience de ce gros problème, vous avez pris conscience là, de ce gros problème, vous avez offert vos services aux municipalités. Bien, à mon retour, comme j'étais au gouvernement pour quelques années, on avait convenu au moins de travailler pour le gouvernement parce qu'on avait une certaine dette envers le gouvernement, si vous voulez, pendant au moins 2 ans. Puis à la terminaison de ces 2 ans, il y avait un poste ici à Laval qui venait de s'ouvrir parce que le prédécesseur a été décédé rapidement, un type que je connaissais un peu, et puis était décédé très rapidement, très jeune. Et puis, il y avait le poste ici à Laval. Ça m'a intéressé. Je ne connaissais pas tellement le côté de Laval, puisque je suis un gars des cantons de l'Est qui avait étudié à Saint-Hyacinthe pendant longtemps et tout. Alors, je connaissais un peu, mais très peu Laval. Vous rentrez donc à Laval en 1967, je crois? Oui. OK. Alors, c'était l'ère du nouveau maire, M. Tétrault. Alors, on savait que Laval avait été fondé en 1965. Exact. Et puis, là, M. Lavoie a été maire pour 6 mois. M. Tétrault avait pris la relève pour 4 ans. Alors, M. Tétrault était avant-gardiste, M. Tétrault? Bien, j'imagine que oui, mais vous savez très bien que peut-être que vous savez que moi, je n'étais pas en contact continuel d'ailleurs avec le maire ou avec même les gens du conseil municipal, qui d'ailleurs n'ont presque pas le droit de nous parler directement. Alors, parce que c'est un directeur général et surtout à ce moment-là, c'est un monsieur Mac Perron
qui Marc Perron, qui avait pas mal. Oui, c'est lui qui a commencé. Oui, il a été formidable, M. Perron. Oui, il a fallu il qu'il travaillait fort, réorganise toutes les 14 municipalités, les nouvelles municipalités, toutes réorganiser ça. Absolument. Il fallait le faire. Oui. C'était chaud. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a intéressé encore plus, parce que, évidemment, il y avait beaucoup à faire. Il y avait beaucoup à faire dans le domaine de l'eau, dans le domaine pour l'eau potable, pour tout ce qui s'appelle l'assainissement des eaux, parce qu'il fallait relier, il fallait s'assurer que toutes les villes avaient des services et pouvaient profiter de services aussi qu'ils n'avaient, pour certaines, ils n'avaient pas. Il n'y en avait pas tellement de services dans ce domaine-là. Et il faut dire qu'à ce moment-là, quand je suis arrivé ici, là, à tous les étés, il y avait beaucoup de secteurs dans la ville qui manquaient d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Ouais. Et on arrivait au printemps, avec le problème d'inondation et de grosses pluies. Il y avait beaucoup d'inondations un peu partout. Dans certains secteurs d'égouts, ici, dans le secteur, ici, dans le centre-ville, je dirais, un peu partout. Alors, évidemment, on ne manquait pas de travail. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait peut-être 200 000 personnes. Maintenant, on est rendu à 460 000 personnes. Oui. C'était d'autres problèmes. À un moment donné, il fallait tout refaire. Il n'y avait rien de fait. Oui. Ils avaient fondé des nouvelles usines d'épuration. Exactement. Ça a été évidemment beaucoup dans ma carrière. Là, de travailler très fort pour faire ces travaux-là. Si on prend comme exemple, il y a une grosse station. Ici, peut-être faire un résumé rapide, il y a 3 stations d'eau potable et il y a 3 stations d'assainissement des eaux. Ils ne sont pas proches d'une de l'autre, il faut faire attention, on ne parle pas de la même chose. Mais si on prend, par exemple, la station d'assainissement La Pinière, qui est la plus grosse, qui prend en charge de tout ce qui est envoyé dans les égouts pour 70 de la population de Laval. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé, peut-être pas toujours à 100%, mais c'est un projet qui était là pendant à peu près 20 ans. Je fais un petit... Quand je parle à mes amis, je fais un petit rapport avec le 3e lien à Québec et je leur dis... Il faut être patient. Publiez pas ça, là, personne. Je leur dis, probablement que le 3e lien, s'il a lieu, ça prendra 10-15 ans. 10-15 ans. Ah oui. Mais il faut être patient. C'est des gros projets qui prennent ça. Mais vous aviez beaucoup d'influence parce que vous avez une bonne notoriété. Vous étiez bien écouté. Moi, j'étais à même de le savoir. Ça a été pas mal bon. Les usines d'épuration, ça a été votre grand projet, ça. Oui. OK. Votre grand projet. Ensuite, vous avez essuyé, vous étiez conscient qu'il fallait aider les jeunes et favoriser la relève. Vous avez établi un prix de la relève. Parlez-moi du prix de la relève étudiante que vous avez établi. Le Centre d'interprétation de l'eau. Oui. Bon, bien ça, c'est à ma retraite. À ma retraite, quelques années avant ma retraite, j'avais des gens qui travaillaient avec moi dans les stations. Pour moi, en fait, là, dans le système, il y avait toujours beaucoup de travaux, des choses à modifier, etc. Et je leur avais dit, à un moment donné, parce que les bureaux étaient quand même là, comme à l'édifice GL et tout, je leur avais dit en passant, quand je passais, à un moment donné, bien, si vous enlevez des pièces qui sont particulières, etc., n'allez pas vous débarrasser de ça. N'achetez pas ça dans les poubelles, autrement dit. Mais gardez ça, puis un de ces jours, on fera quelque chose avec ça. Mais fiez-vous pas pour moi, ça sera à ma retraite. Je leur avais dit ça. Parce que je n'étais pas payé pour faire ça. Ça, c'est la préparation du Grand Musée de l'eau. Exact. Alors, il y a des gens qui ont ramassé pas mal de pièces. Puis effectivement, à ma retraite, j'ai réuni, là, à un moment donné, des gens autour de moi là, qui avaient un certain intérêt. Et puis, je leur parlais, puis on a dit, il y aurait quelque chose à faire. Il y aurait quelque chose à faire, à mettre sur pied là, de plus pour sensibiliser la population, tout le monde, les familles, les jeunes. Les jeunes aussi pourraient, les écoles, venir là-bas, pourraient travailler, en apprendre plus, tout en s'amusant, tout en apprenant.
Et c'est comme ça qu'on est venu à mettre sur pied, parce que j'avais avec moi des enseignants, des gens qui s'y connaissaient avec le domaine scolaire. On a créé le Centre d'interprétation de l'eau, qui est un organisme sans but lucratif. Alors, mon travail, c'était d'aller chercher pas mal d'argent au gouvernement, un petit peu dans l'industrie privée, des taux et tout. Et ce centre-là a été inauguré en 2008. Et jusqu'à un certain point, c'est un beau succès. C'est unique au Québec. Pardon? C'est unique au Québec, effectivement. Unique au Québec. Et puis, ils reçoivent actuellement, il faut dire que moi, j'ai laissé la place à de la relève. Oui. Et c'était important qu'un organisme comme ça puisse continuer avec une nouvelle clientèle, je dirais, puis des nouveaux dirigeants. Et c'est ce qui existe actuellement. Il y a une bonne équipe qui est encore là. Et ils ont des grands projets. Oui, ah bon. Parmi les grands projets qu'ils ont, je les avertis, c'est pas pour demain votre affaire. Ils ont un projet là-dessus qu'ils ont présenté à la ville. Ils voudraient mettre sur pied un musée national de l'eau. Bon, pourquoi pas? National de l'eau, effectivement. Pourquoi pas? C'est un gros projet. Mais c'est des gens qui sont très sérieux, puis ça va bien. Alors ça, c'est quand même un projet qui va suivre son cours, comme on dit. Mais en attendant, je passe le message, allez donc voir le centre d'interprétation de l'eau. C'est ça. C'est pas gros, c'est dans des locaux qui sont disponibles à la station Sainte-Rose, sur la rue Haute, mais c'est surprenant. Les gens qui vont là, ils découvrent quelque chose. Ils sont même surpris de voir ça, en général. Monsieur Perrault, vous êtes un homme extraordinaire. Pour Laval, vous avez fait beaucoup. La qualité de l'eau que l'on a, on peut être fiers, et c'est par rapport à vous. Monsieur Perrault, je vous remercie beaucoup d'être venu en entrevue. Bien, merci, puis bonne chance à la relève. C'est eux autres qui sont importants. Oui, ils ont besoin. Moi, ma job est faite. C'est un grand plaisir. Merci, M. Perrault. Bienvenue. Merci beaucoup.